Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette grande édition d'information sur Téléhémicycle. Voici le sommaire. Ils ont officié à un moment donné ici au Palais des Gouverneurs en tant que députés et ils sont pour la plupart à la retraite aujourd'hui. Il s'agit de ces anciens députés qui se sont constitués en association dénommée l'Association des anciens parlementaires du Bénin. Comment vont-ils aujourd'hui? Latif Boni les a rencontrés pour nous. Il existe un peu partout dans le monde certains types particuliers de parlements, notamment ceux issus de regroupements géopolitiques à l'image, par exemple, du Parlement européen. Connaissez-vous exactement comment ce Parlement est structuré et surtout ses prérogatives? Nous irons à sa découverte dans cette édition. Et dans la page magazine de ce jour, nous irons dans les stations-service de Porto Novo. Ces stations qui, à l'instar de celles implantées un peu partout au Bénin, sont de plus en plus envahies par les conducteurs d'engins à deux roues. Et pour cause, la cherté de l'essence de contrebande. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette session d'information. Commissaire du peuple, député ou conseiller du Haut Conseil de la République, les législateurs ont changé de nom selon les époques. Mais à la fin de leur mandat, que deviennent-ils finalement? Sont-ils toujours présents dans l'animation de la vie sociopolitique du pays? Déjà, il est à retenir qu'ils se sont constitués en association dénommée l'ASNAP Bénin. ASNAP Bénin, entendez, Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. Latif Boni, Philippe Adeni et Kevin Benachaoui. Début des années 2000, le général Mathieu Kérékou est réélu pour son deuxième et dernier mandat. La consolidation des structures démocratiques engagées au Bénin depuis 1990 se poursuit. Au Parlement, la troisième mandature, dirigée par Maître Adrien Ngweji, tire à sa fin. La situation des anciens députés commence par interroger. Ils sont nombreux et parfois désignés de différentes manières selon les circonstances et les formes de gouvernement sous lesquelles ils ont servi la République. Tous ont un destin commun. Après les services rendus à la nation, les législateurs sont rangés dans l'oubli. Pour corriger le tir, l'Association des anciens parlementaires va naître en cette année 2002. Après les législatures, chaque ancien député se retrouvait dans son coin, seul, perdu. Cette association donc a été créée le 26 octobre 2002. Et d'ailleurs, à l'instar des associations d'anciens parlementaires qui existaient déjà dans d'autres pays africains. Donc, l'Association nationale des anciens parlementaires regroupe tous les anciens parlementaires de ce pays. L'association naît pour souder les anciens législateurs et instaurer en leur sein une ambiance pour une retraite épanouie a fait son petit bonhomme de chemin. Les différents dirigeants de la structure lui ont donné une envergure, mais aussi une organisation interne, avec un agenda plein d'initiatives. C'est donc un cadre de concertation, de solidarité et d'entraide. Nous avons aussi remarqué que les députés, quand ils quittent l'Assemblée nationale, ils vivent dans des conditions très précaires. Notre association est donc chargée de les regrouper pour discuter de ces problèmes-là et voir comment trouver des solutions à cette vie précaire, cette vie même un peu de misère. Les anciens parlementaires, un vivier d'expérience utile pour l'Assemblée nationale mais aussi pour tout le pays. Expérience que leur association entend mettre à la portée des mandatures actuelles. La SNAP veut se positionner comme un pont entre les législateurs passés et ceux en exercice. Nous avons aussi comme objectif d'être en collaboration avec les députés en fonction
Et même, nous nous proposons d'être un cercle de réflexion pour eux, pour ce qui concerne les problèmes de l'Assemblée nationale. Nous, actuellement, nous avons eu à bénéficier donc d'un protocole d'accord avec l'Assemblée nationale qui fait que, on participerait à la vie du Parlement, la vie parlementaire, même à la vie nationale, à travers le Parlement. L'Association des anciens parlementaires a 20 ans. À cet âge où les membres du Creuset célèbrent ces noces de porcelaine, les perspectives sont grandes. Les dirigeants actuels en sont conscients et n'entendent pas se laisser intimider par l'immensité des attentes. Nous avions pensé organiser des rencontres au niveau national pour valoriser le militantisme féminin, donc au niveau politique, social et culturel, parce que nous avons eu de vaillantes femmes béninoises qui ont travaillé dans ces domaines-là et qui méritent d'être mises en valeur pour servir d'exemple à la génération montante. L'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin a réussi à sortir les anciens députés et commissaires du peuple de l'oubli. Le dynamisme de ces différents dirigeants a également permis de répertorier les anciens législateurs. Tous ont été mobilisés pour faire du Creuset le trait d'union entre les acteurs passés, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Eh bien, il faut dire que la peine de mort est de plus en plus abolie au Ghana. Le Parlement ghanéen a voté en effet l'interdiction de la peine capitale pour presque tous les crimes. 2 textes de loi ont été votés dans le sens justement de l'abolition de l'application de la peine de mort. C'était le 25 juillet dernier. Les précisions avec Estelle Dokono sur des images de nos confrères de la chaîne Africa 24. Plus question d'être condamné à mort au Ghana, à une exception près. Presque tous les crimes qualifiés d'ordinaires sont concernés par cette législation majeure enregistrée dans ce pays. C'est dans la soirée du mardi 25 juillet 2023 que les parlementaires ghanéens ont procédé à ce vote qui fait entrer le pays dans le rang des nations ayant aboli la peine capitale, même si cette abolition n'est pas encore entière au Ghana. La peine de mort est trop définitive et en tant que pays qui respecte les droits de l'homme, nous ne pouvons pas continuer à l'inscrire dans nos lois, a déclaré Francis Xavier Sossu, un député de l'opposition et auteur de la proposition de cette réforme. Pour lui, c'est un acte de grande fierté pour son pays. La suppression de la peine de mort concerne uniquement les crimes dits ordinaires. Une sentence qui n'a toutefois pas été exécutée depuis une trentaine d'années, bien que plus de 150 personnes se trouvaient dans le couloir de la mort en 2022, selon le service pénitentiaire du Ghana. Les dispositions des 2 lois votées par les députés prévoient la conversion des peines capitales en réclusion à perpétuité. Mais elles doivent encore être entérinées par Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. La peine de mort reste toutefois applicable dans le pays suite à des faits de haute trahison conformément à la constitution du pays. Un principe encore en vigueur dont la suppression nécessite une relecture de la loi fondamentale ghanéenne. Et on reste avec Estelle Dokono qui nous amène cette fois, je vous le disais en titre, dans les couloirs du Parlement européen. Il s'agit d'un Parlement qui légifère pour le compte de l'Union européenne avec comme entité gouvernementale la Commission européenne. Eh bien, comment est constitué ce Parlement? Quelles en sont les missions et prérogatives? Voici les clarifications judicieuses à propos, avec à l'appui une infographie de France 24. C'est à Strasbourg, en France, que se trouve le siège du Parlement européen. Il s'agit de la seule institution européenne dont les membres sont directement élus par les citoyens des États qui en font partie. Après le Brexit ayant occasionné le départ des élus britanniques, le Parlement européen compte aujourd'hui 705 députés qui votent des lois européennes, encore appelées des directives. Contrairement aux autres parlements répandus dans le monde, les députés du Parlement européen n'ont pas le pouvoir de proposer des textes de loi à voter.
Cette fonction revient à la Commission européenne dont la structure est assimilable au gouvernement de l'Union européenne. Le Parlement a sûrement beaucoup de compétences. Il est co-législateur sur beaucoup de matières. Nous voulons plus de pouvoir d'initiative. Parce que, comme tous les parlements nationaux, il faut non seulement qu'il y ait la possibilité de travailler sur les propositions de la Commission, mais qu'il y ait aussi la possibilité pour nous, Parlement, d'être à l'initiative de sujets sur lesquels discuter. Un pouvoir, je le répète, d'initiative. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Toutefois, le Parlement européen a le pouvoir de valider l'élection du président ou de la présidente de la Commission, ainsi que la désignation des commissaires dont le statut est l'équivalent de ministre de la Commission européenne. Pendant ce processus, ces derniers sont auditionnés et testés sur leurs connaissances parlementaires avant d'être investis par les députés européens. Le Parlement européen fonctionne avec des mandatures de 5 ans et a pour rôle de voter des lois et de contrôler l'action de la Commission européenne dont il vote également le budget. Ces élus peuvent renverser la Commission en votant une motion de censure à la majorité des 2/3 de leur effectif. Le président ou présidente est élu pour un mandat de 2 ans. Si le siège du Parlement européen est à Strasbourg, les députés qui y siègent votent 12 fois par an à travers des sessions de 4 jours. En dehors de cette période, ils se basent à Bruxelles afin de se consacrer à l'essentiel de leur travail, tels que les travaux en commission parlementaire et bien d'autres. Voilà, certainement, savez-vous un peu plus sur le fonctionnement du Parlement européen. Voici maintenant une petite pause de 3 secondes et puis nous irons maintenant lire les journaux. Et dans la revue de presse d'aujourd'hui, les journaux ont plus abordé la question de la situation sociopolitique du Niger avec 2 grands axes à retenir. D'abord, le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient aujourd'hui et puis la réaction des évêques catholiques de l'Afrique de l'Ouest. Suivez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 10 août et c'est le grand jour pour les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au sujet de la situation nigérienne. Le quotidien du service public La Nation, qui semble s'impatienter, met à sa manchette que c'est l'heure de vérité. Le journal précise que les dirigeants de cette organisation sous-régionale se retrouvent à Abuja aujourd'hui afin de statuer sur la conduite à tenir après l'expiration de l'ultimatum lancé à la junte nigérienne de Niamey. Cet ultimatum a expiré sans que ne soit effective l'intervention militaire retenue en dernier recours par la CEDEAO. Alors, quelle va être la suite des événements, se demande le journal, qui semble en être véritablement préoccupé. Mais si la situation préoccupe les médias, ils ne sont pas du tout seuls dans cette posture. Le matinal informe que dans le contexte de cette crise nigérienne, l'Église catholique a réagi. De quoi cela retourne-t-il concrètement? Eh bien, il s'agit, nous apprend le journal, d'un message délivré par les évêques des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Une lettre d'exhortation à la retenue et au discernement dans la gestion de la situation sociopolitique du Niger, à travers laquelle les cardinaux, archevêques et évêques des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest se disent profondément préoccupés par la tension qui prévaut actuellement dans la sous-région en lien avec la situation actuelle du Niger. Je cite, « En gardant comme vision centrale l'intégrité des populations et en mettant l'accent sur le respect de la dignité humaine et un sens élevé de la redevabilité devant les hommes, l'histoire et Dieu le Créateur, nous affirmons que rien ne peut justifier la création ou la facilitation d'un environnement destructeur pour nos populations. Nous affirmons et insistons auprès de la CEDEAO et de l'Union africaine pour dire que toute intervention militaire au Niger en ce moment compliquerait plus la situation des populations du Niger et de la sous-région qu'elle ne leur apporterait des solutions. » Fin de citation, ont écrit ces hommes de Dieu dans leur message rapporté par le journal.
Le matinal qui ajoute par ailleurs que la France s'est rangée derrière la CEDEAO. Pendant ce temps, dans la même sous-région, la lutte contre les actes inciviques de diverses natures se poursuit. Fraternité informe qu'en matière de lutte contre l'arnaque en ligne en Afrique de l'Ouest, Interpol a fait une bonne moisson. Selon le journal, un vaste réseau de personnes spécialisées dans la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest, dénommé Jackal, a été démantelé. De façon concrète, 1100 personnes ont été identifiées, dont 103 déjà arrêtées, 208 comptes bancaires bloqués et un montant de 2,15 milliards d'euros saisis et gelés, informe le quotidien. Finissons avec une quinte d'humour avec le déchaîné du jeudi qui s'intéresse aujourd'hui aux jeunes frimeurs qui s'exhibent et excellent dans la séduction des filles pendant les vacances. Avec des sacs remplis d'argent et peut-être d'autres choses, comme vous pouvez le voir, ces jeunes, appelés benguistes par le journal satirique, sont arrivés et les jeunes filles emballées. Fin de cette revue de presse. À demain. Voilà, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de benguistes à Télémysique. Nous avons plutôt des réalisateurs très consciencieux et c'est grâce à eux que nous allons maintenant voir la page magazine. Je le disais en titre, vous le savez et certainement, le vivez-vous. Et effectivement, chaque jour, le prix de l'essence de contrebande a connu une hausse depuis quelques semaines un peu partout au Bénin. Eh bien, que ce soit au bord des voies ou à l'intérieur des quartiers, vous le savez, les vendeurs cèdent ce carburant à un prix qui varie généralement entre 600 francs et 750 francs CFA. C'est une situation qui a créé beaucoup de dommages, notamment une ruée massive des conducteurs de motos vers les stations-service. Ceux-là même qui ne fréquentaient jamais, pour la plupart en tout cas, ces stations-service, en sont désormais amoureux, entre guillemets. Et c'est ce que vous allez voir dans ce magazine avec beaucoup d'autres implications. Regardez. Que des véhicules roulants de ce genre viennent s'approvisionner en carburant dans les stations-service, cela relève de l'ordre normal des choses. Par contre, lorsque des engins à 2 roues se mettent en file indienne dans les stations comme cela, ça sort de l'ordinaire sous nos cieux. Non, pour moi, ce n'était pas une habitude. Mais, suite à la hausse du prix de l'essence au bord de la voie, j'ai décidé de commencer par venir à la station. Je ne m'approvisionnais pas à la station, mais plutôt au bord des voies. Mais avec les difficultés liées à la cherté là-bas, nous sommes obligés de nous rabattre sur les stations. Obligés de se ruer massivement sur les stations-service, ces conducteurs de moto donnent plus de fil à retordre aux agents de ces lieux. Il n'y avait pas l'accueil ici. Mais quand il y a hausse du prix au bord de la voie, ça a changé notre prévision de chaque jour. Vous avez compris? Avant, on faisait sortir 3000 litres d'essence par jour. Mais depuis qu'il y a hausse du prix au bord de la voie, on fait sortir 7000, des fois 10 000 par jour. À vrai dire, depuis que l'essence frelatée a pris du prix, nous avons plus de travail ici que d'habitude en fait. Vous voyez. Ce qui fait que le truc nous donne un peu de travail, c'est les hommes qui ont l'habitude de prendre essence 500, 1000 francs, ça nous perd beaucoup plus du temps. Dans ce contexte, s'approvisionner en carburant dans les stations-service s'avère parfois un défi. Le liquide convoité n'est pas toujours au rendez-vous. Ce n'est pas facile de trouver du carburant dans les stations. À peine tu arrives, on te fait signe qu'il n'y en a pas. Ces derniers temps-là, si vous passez aussi, vous avez constaté qu'on écrit rupture d'essence. Parce que dans une semaine, c'est qu'on fait sortir dans une semaine, on fait sortir ça en 2 jours. Une situation qui engendre parfois des discriminations selon ce client. Si on vient et nous dit qu'il n'y a pas de carburant et on sélectionne les gens qui viennent parfois à la station là, on sélectionne pour servir. Moi-même aussi je suis dedans. Parfois si je viens ici, on me sert parfois. Mais les émignamans, si les émignamans viennent, ils disent non, c'est fini, c'est fini. Et ça là, ce n'est pas du tout bon.
Une pratique que nie catégoriquement les acteurs mis sur le banc des accusés. On ne priorise personne. On ne donne pas la priorité à personne. Tout le monde qui passe, qui vient, s'il y a de carburant, on le sait. Quand il n'y a pas de carburant, on ne le sait pas. Non. Si quelqu'un dit ça, c'est qu'il a menti. Du mensonge et peut-être aussi de l'incompréhension. Il arrive des fois où ce que nous avons comme stock, on finit. Et ça reste une quantité qu'on appelle stock de sécurité, c'est-à-dire 200 litres ou bien 300 litres. Et cela, on réserve à ceux-là qui sont ceux-là qui ont la carte au risque ou bien les forces de l'ordre et autres. Tout compte fait, certains conducteurs de moto semblent avoir désormais pris goût au carburant vendu dans les stations-service. Fini avec l'essence de contrebande, ils le jurent. Moi, je vais venir à la station parce que la station avec Payola, ce n'est pas la même. Même le bougie, ça peut faire au moins 2 ans, 3 ans, sans dire pas. Même s'il arrivait que le prix de l'essence au bord de la voie diminuait considérablement, moi je vais continuer de venir à la station. Malgré cette volonté clamée, les usagers sont souvent confrontés à l'inexistence de stations-service à proximité. Si les efforts fournis par les gouvernants sont perceptibles par eux, ils en demandent encore. Ici, je suis souvent bien satisfait, sauf que les stations ne sont pas disponibles dans les zones rurales, là où moi je vis là-bas à Vrancou. Donc, ce que moi je voudrais, c'est que l'on installe plus de stations afin que je n'ai pas à me déplacer jusqu'à Porto avant de me réapprovisionner. Si les stations-service continuent de pousser progressivement dans les localités béninoises telles des champignons, leur défi quotidien est de disposer de carburant à servir à tout client et à tout moment, en espérant que ce grand amour qui flotte actuellement entre les conducteurs de moto et ces stations demeure pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est sur ces images que nous clôturons cette session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt.